Un ancien boxeur se tient côte à côte avec d'autres prisonniers polonais, alignés au cœur d'Auschwitz, le camp de concentration le plus tristement célèbre dirigé par les nazis. Les officiers allemands arpentent méthodiquement les rangées, notant les noms et les anciennes professions. Mais ces identités n'ont plus aucun sens désormais. Pour le régime, ces hommes ne sont plus des personnes, juste des numéros. Tadeuse reçoit le numéro 77. Ils ont tous été estampillés ennemis du Troisième Reich, et dans 3 mois, chacun d'eux est censé être effacé. Le plan d'exécution est systématique. Les Juifs d'abord, puis les traîtres, et enfin tous les autres. Il n'y a qu'une seule issue, par la cheminée du crématorium. Comme tant d'autres, Tadeuse a été traîné ici de force. Il a été arraché à sa famille, séparé de son jeune fils Judith, sans même un dernier adieu. Maintenant, il gît sur le sol crasseux d'une baraque glaciale, hébété et exhibé, incapable de comprendre comment sa vie a pu basculer aussi vite. La toux constante autour de lui rend le sommeil impossible. 2 dizaines de corps sont entassés pour se réchauffer, mais le froid ne les quitte jamais. À l'aube, ils sont poussés dehors pour le travail forcé. Sous le regard des gardiens brutaux, les prisonniers manient la pioche contre la pierre, brisant la roche. Tadeuse aperçoit un vieil homme sans vie, recouvert seulement d'un morceau de journal. Sans hésiter, il glisse le papier sous ses vêtements boucliers contre le froid mordant. Mais des gemmes soupes cuèrent de la nourriture. Parmi les prisonniers se trouve un garçon, à peine plus qu'un adolescent, nommé Janek. Les détenus plus âgés, endurcis sans pitié, rivolent sans cesse. Après la courte pause, le travail reprend. Avec une ironie cruelle, on les force à construire leur baraquement, à tendre le fil barbelé des clôtures. Un jour, un prisonnier âgé murmure aux autres qu'il a un plan pour s'évader, mais un garde à proximité surprend la conversation. Sans un mot, le garde abat le crâne du vieil homme avec une pelle. Il meurt sur le coup. Le pire dans tout ça, ce n'est pas un Allemand qui l'a tué. C'était un compatriote polonais. Ces hommes, appelés Polako, sont des prisonniers qui collaborent avec les nazis, imposant la terreur à leur propre peuple pour survivre. Le lendemain, Janek s'approche de Tadeuse et avoue timidement qu'il a déjà vu boxer à la télévision. À l'époque, lors du championnat de Pologne, la foule l'appelait Teddy à cause de sa ressemblance avec un boxeur américain. Janek se souvient Tadeuse a perdu à la décision et il pense injuste. Le boxeur ne veut pas regarder en arrière. Ici, le passé ne signifie rien. Tout le monde ici est égal dans la souffrance et il n'y a plus aucune victoire à poursuivre. Il prévient Janek que s'il ne se bat pas pour sa nourriture, il ne tiendra pas. Peu de temps après, Tadeuse reçoit l'ordre d'aller aider dans la maison d'un officier allemand. À l'intérieur du camp se dresse un manoir somptueux avec des domestiques et des meubles élégants. Un jeune garçon allemand dévale les escaliers, suivi de sa mère, une femme qui savoure le pouvoir qu'elle détient, aboyant des ordres avec une autorité glaciale. Tadeuse, frappé, contraste fort. Le luxe qui l'entoure lui semble appartenir à un autre monde. Ses yeux tendent sur un bol de pommes. Discrètement, il en glisse dans sa poche et s'éclipse avant que quiconque ne le remarque. De retour à l'atelier, il lance une des pommes à Janek, qui la croque avec une faim. Mais en apercevant Eric, il en arrache un morceau et le lui tend. Tadeuse, épuisé. Le garçon a donc cœur, mais dans un endroit comme celui-ci, la gentillesse peut être fatale. Sans un mot, Tadeuse donne sa propre pomme à Janek. C'est alors que des soldats allemands font yoke. Le vol n'est pas passé inaperçu. L'officier Gerhardt ordonne que les prisonniers soient traînés dehors. La punition arrive. Sans prévenir, le premier groupe de 3 prisonniers est exécuté sur place, froidement et rapidement. Ensuite, Tadeuse, Janek et Eric sont tirés vers l'avant pour faire face au mur. Il ordonne au vieil homme de tenir une pomme en équilibre sur sa tête. Un seul coup de feu résonne. La balle traverse le crâne d'Eric, mais tient sur le cou. L'officier allemand n'a même pas pris la peine de viser. Tadeuse doit obéir aveuglément, se soumettre au manche tordu. Mais au lieu de cela, il prend la pomme et commence calmement à la manger juste devant l'officier. Si ce sont ses derniers instants, il profitera au moins de son dernier repas. Janek, debout à côté de lui, récite soudain une réplique de Guillaume Tell, une pièce que son père lui a lue autrefois. Dans l'histoire, le héros est forcé de tirer sur une pomme posée sur la tête de son fils, un acte demandant une précision et un contrôle impossible. La connaissance et le sang-froid du garçon prennent l'officier au dépouille. Il hésite. Lentement, il baisse son pistolet. L'exécution est annulée, mais pas sans sanction. Les 2 Polonais sont condamnés à 50 coups de fouet et réaffectés à l'unité de travaux forcés. Une secrétaire se plaint, notant que l'officier avait déjà enregistré 5 morts au lieu de 4. Gerhardt ne discute pas. Il s'approche simplement et tire une balle dans la tête d'un prisonnier au hasard. Aussitôt, les chiffres correspondent de nouveau. Puis vient le moment du fouet. Janek est forcé de s'allonger sur la table et Tadeuse doit regarder et compter chaque coup. Pendant que les coups pleuvent, Gerhardt fouille les affaires des morts, inspectant distraitement un petit pendentif et un singe en peluche d'enfant.
Cette nuit-là, Janek est allongé, tremblant de douleur, le dos lacéré par la brutalité Bekum. Tadeuse reste près de lui, essayant de le réconforter, mais la culpabilité pèse lourdement sur ses épaules. Et il sait que la pomme volée a causé tout cela au garçon. Pourtant, dans ce cauchemar, ils ont déjà de la chance d'être encore en vie. Ailleurs dans le camp, des prisonniers juifs sont alignés et emmenés. On leur dit qu'ils vont au bain pour un bon repas sur une vraie toilette. Le groupe comprend des femmes et des enfants. Devant la chambre, ils retirent leurs vêtements, puis les lourdes portes en fer se referment derrière eux. Mais il n'y a ni eau, ni nourriture, seulement la lente diffusion d'un gaz toxique. Le lendemain matin, les prisonniers sont forcés de sortir encore plus tôt que d'habitude et sont ramenés à la carrière de pierre. La faim et l'épuisement pèsent sur chacun de leurs gestes. Leurs outils disent dans leur main affaiblie, les progrès sont lents et douloureux. Un collaborateur polonais, l'un des Polacos, jette un morceau de pain par terre juste pour les regarder se battre pour l'avoir. Le désespoir transforme les brésiers en bêtes. Tadeuse et Janek restent proches, faisant attention à ne pas attirer l'attention, mais les gardiens les humilient. Bientôt, des affamés sont forcés de se faire face et de se gifler. Le vainqueur reçoit du saucisson. Lorsqu'un homme s'effondre, le vainqueur n'a rien. Tout cela n'est qu'un jeu. Puis l'un des Polacos, âgé de 2, plus de divertissement, désigne Tadeuse et lui ordonne d'avancer. On ne met face au vainqueur précédent qui tente de le frapper, mais l'ancien boxeur esquive facilement. L'homme réessaie, rate. Le garde intervient et assène un coup de poing à Tadeuse. Il esquive ce coup, l'homme trébuche, s'effondrant au sol. Les gardes sont furieux, jusqu'à ce qu'un autre Polaco Walter intervienne. Il est intrigué par les réflexes de Tadeuse et le défi en duel. Si le prisonnier gagne, il sera récompensé avec du pain. Tadeuse hésite. Il sait que frapper un garde pourrait lui coûter très cher. Mais Walter insiste, et dès qu'il le fait, l'ancien boxeur se retrouve plongé dans un monde qu'il a autrefois connu, sauf que cette fois, le ring n'est pas fait de cordes. C'est une balle de pierre née sous le ciel ouvert. L'adversaire de Tadeuse lance une série de coups agressifs, mais aucun n'atteint sa cible. L'ancien boxeur hésite encore à riposter, conscient de ce que cela pourrait lui coûter. Dès lorsqu'il finit par décocher un coup de poing, il atterrit en plein sur le nez de l'homme. Le coup est net, précis, et il met la foule en délire. Janek a du mal à contenir son excitation, mais l'ambiance change rapidement. Les gardes, furieux, sont prêts à mettre Tadeuse en pièces. C'est alors que Walter intervient. Il leur ordonne de reculer et demande qu'on donne à Tadeuse le pain qu'on lui a réproduit. En détaillant le Polonais, il lui demande où il s'est entraîné. Puis se sont croisés lors d'un tournoi à Hambourg. Tadeuse retourne à la baraque avec une énorme miche de pain. Il ne la garde pas pour lui, puis la partage généreusement avec les autres prisonniers. Le combat s'est déjà répandu grâce à Janek, et maintenant le boxeur est vu comme un héros, mais le garçon lui-même n'arrive pas à profiter de la nourriture. Sa toux empire, profonde et persistante, et Tadeuse sait que la maladie progresse rapidement. Si rien n'est fait, Janek ne survivra pas bien longtemps. À cause de solution, Tadeuse trouve Walter et le supplie de l'aider, de lui donner des médicaments, de la nourriture, n'importe quoi. Il est prêt à faire tout ce qu'on lui demandera en échange. Walter accepte et l'emmène directement voir les officiers du camp. Eux ne voient pas un homme désespéré. Ils voient du potentiel. Nourrissez-le, dit l'un d'eux, et peut-être qu'il affrontera. Le dossier de Tadeuse confirme son passé, ses titres, ses médailles, le boxeur gentleman, le maître de l'évasion de Varsovie, point mais l'homme n'a rien d'un champion, maigre, bleu, cerné point et elle ressemble plus à un chien errant qu'un boxeur. Le commandant du camp ricane et le traite de coq des pumées. Il doute que Tadeuse tienne 5 minutes sur le ring, mais l'un des officiers a l'autre tribut. Les soldats s'ennuient. Hier jour, leur virée alcoolisée a détruit la moitié d'un village. Un combat de boxe pourrait les divertir et les empêcher de faire des bêtises. Yébé fait son chemin. Elle donne l'ordre de lui trouver un adversaire à sa hauteur. Bientôt, Tadeuse monte sur un vrai ring installé dans le camp. Anna, animé spécialement pour l'occasion, annonce théâtralement le début du premier round. La foule de soldats allemands explose en acclamations pour leur champion, dansant des insultes à Tadeuse entre chaque coup. Seul un petit garçon allemand dans la foule ose encourager le boxeur polonais. Le combat est brutal. Tadeuse est épuisé, ses coachs le font souffrir, et à la fin du premier round, une profonde entaille s'est ouverte au-dessus de son œil. Son adversaire est plus lourd, mieux nourri, et porté par l'adrénaline. Le deuxième round commence et les attaques continuent, mais les vieux réflexes ne l'ont pas quitté. Tadeuse esquive, se faufile, passe sous les bras de l'Allemand et finit par repérer une ouverture. Il contre-attaque avec précision, forçant son adversaire dans le coin. Coup après coup, il touche juste. La foule tombe dans un silence stupéfait alors que Tadeuse remporte sa première victoire sur le ring, pas seulement un combat, mais un moment de dignité dans un lieu conçu pour la haché. En récompense, il reçoit plusieurs miches de pain. Walter, impressionné, organise son transfert aux écuries. C'est toujours du travail, mais bien moins réprouvant que la carrière de Pierre. Tadeuse lui rappelle leur accord. Janek a besoin de médicaments. Walter lui permet de se rendre à l'infirmerie sous son nom. Pendant que les médecins recousent les blessures,
Tadeus rencontre une jeune prisonnière, Elsia. Elle assiste le médecin du camp et dégage une force tranquille. Elle a perdu ses parents pendant la guerre et le médecin veille sur elle. Avant de partir, Tadeus demande des médicaments pour Janek. Le médecin accepte sans hésiter et lui en donne même assez pour d'autres. Dans l'un des rares gestes d'humanité du camp, une lueur d'espoir renaît. Il y a un espace séparé pour les malades, atteignent une infirmerie, plutôt une dernière étape pour les mourants. Lorsque Tadeus sort, les autres prisonniers se rassemblent autour de lui, déjà en train de parler de sa victoire. Avoir battu le boxeur allemand n'était pas seulement une victoire, c'était un petit acte de rébellion. Quand il entre à l'infirmerie, la scène est sombre. Quelques médecins prisonniers font ce qu'ils peuvent, essayant de repousser la mort avec presque rien. À l'intérieur de l'infirmerie, la scène est dévastatrice. Les malades sont allongés sur le sol, saignant, gémissant et se tordant de douleur. Les maigres restent distribués par l'administration du camp, des bandages et comprimés d'aspirine suffisent à peine à maintenir quelqu'un en vie. Les médecins, désespérés mais reconnaissants, remercient Tadeus pour les médicaments et suggèrent discrètement que Janek soit transféré à l'hôpital allemand. S'il parvient à obtenir plus de fournitures, ils promettent le transfert. C'est risqué, Tadeus le sait, mais avec la vie de Janek qui ne tient qu'à un fil, il n'a pas de lutte d'hésiter. Il va devoir agir. Pendant ce temps, dans la chaleur du manoir de l'officier, Gerhard dîne avec sa famille. Son jeune fils, Rudy, accourt vers lui. Comment un boxeur allemand a pu perdre contre un boxeur nord-américain? Élevé à la propagande nazie, cette idée bouleverse sa vision du monde. Gerhard balaie la question à refaire demain. Il dit à Rudy que le match répéta équitable, la boxe est un sport de roturier. Il préférerait que son fils se concentre sur l'équitation. Mais Rudy ne semble pas convaincu. Il est fasciné par la boxe et attend avec impatience le prochain combat du camp. Il a dit récemment que la boxe, c'est comme les échecs 100 fois plus rapides. Dehors, dans la cour, Tadeus croise un traître, l'un des collaborateurs polonais. Le regard de l'homme est vif et amer. Tadeus donne le médicament à Janek. Le garçon, qui a du mal à respirer, s'accroche à sa curiosité et continue de poser des questions sur la boxe. Il veut tout apprendre d'un vrai professionnel. Tadeus explique que le timing tout point et il faut économiser ses forces pour le coup décisif. Le Janek sait que les combats ne sont pas équitables. Rien ne garantit que ses adversaires ou les règles seront honnêtes. En réponse, Tadeus raconte une histoire de la Grèce antique sur la naissance des Jeux Olympiques. Chaque athlète devait jurer devant Zeus qu'il vivrait dans les mêmes conditions. Il dormait à même le sol, enveloppé dans des peaux d'animaux, il nageait dans de l'eau glacée. Tout le monde avait la même chance de gagner. C'est cela qui fait un vrai combat, le respect de soi-même et de son adversaire. À la fin, Janek finit par s'endormir. Au cours de la semaine suivante, Tadeus retrouve ses forces et commence à s'entraîner dans les écuries. Janek commence à se rétablir et rejoint Elsia à l'infirmerie. Quelque chose naît entre eux, quelque chose de doux et d'inattendu au milieu de l'horreur. Mais en dehors de leur petit cercle de survie, le reste du camp ne fait que sombrer davantage en enfer. Les prisonniers sont forcés de travailler plus dur, battus plus brutalement et laissés sans rien. Les gardiens s'amusent comme ils peuvent. Un jour, ils forcent un prisonnier qui jouait autrefois du piano à donner un concert. Son décor, une potence décorée de lanternes. Dans le ring, pourtant, Tadeus devient inarrêtable. Avec une énergie retrouvée, il enchaîne victoire sur victoire. Puis à chaque victoire, il partage sa nourriture et ses médicaments avec ceux qui s'accrochent à la vie. Il ne se bat plus sainement pour lui-même. Pourtant, les chambres à gaz ne s'arrêtent jamais. Elles éliminent les gens plus vite que Tadeus ne peut les sauver. Ces victoires redonnent peut-être espoir, mais la mort ne cesse jamais de rôder autour du camp. Pour ceux qui sont encore en vie, chaque combat devient une raison d'espérer. Ils comptent sur le boxeur polonais pour porter un nouveau coup à leurs oppresseurs. Un jour, le commandant du camp en personne arrive aux écuries pour récupérer son cheval de prix. Tadeus le remarque et cache rapidement la nourriture et les provisions qu'il a réussi à mettre de côté. Dans un endroit où la gentillesse est un crime, la prudence est une question de survie. Avec la nourriture, le commandant remarque le changement. Tadeus n'est plus nègre. L'Allemand s'approche, le jaugeant. Il fait bien comprendre à Tadeus qu'il continuera à gagner tant que les Allemands trouveront cela divertissant, mais que lorsque l'ambiance changera, on m'attendra de lui qu'il perde sur commande. Tadeus encaisse l'insulte en silence, se tenant droit sans rien dire. Cela ne sert à rien de répondre. Ici, la résistance ne se mesure pas en paroles. Elle se trompe dans la survie. Le lendemain, les gardes amènent un nouvel adversaire d'un autre camp, un poids lourd massif. Imposant et large d'épaule, il entre sur le ring. Il fonce sur Tadeus encore et encore, mais le boxeur agile esquive à chaque fois. Chaque mouvement est calculé. Tadeus laisse la brute s'épuiser. Attendant ce moment précis, la garde est timbre, les mains ralentissent, puis il frappe. Un seul coup précis met l'homme à terre. Les prisonniers d'Auschwitz explosent de joie. Pendant quelques précieuses minutes,
le camp semble vivant. Ils scandent son nom, Teddy, Teddy, leur champion. Avec Janek à ses côtés, Tados distribue à nouveau du pain aux affamés. Chaque victoire signifie de la nourriture pour les oubliés, mais tout le monde ne se réjouit pas. Gerhardt observe de loin, troublé par l'espoir qui se répand dans les baraquements. Cette nuit-là, tandis que les autres dorment, il fait les 100 pas en silence, obsédé par une nouvelle idée, comment leur enlever cette joie. Puis, un bruit soudain par l'escalier. Gerhardt se précipite dehors et trouve son fils, Rudy, effondré sur le sol, inconscient. La panique raye son visage. Il en appelle un médecin, mais les nouvelles sont sombres. Rudy avait typhus. Il n'y a pas de véritable traitement. L'officier est stupéfait. Son fils n'a eu aucun contact avec les prisonniers affectés. Il ne reste plus qu'à attendre et prier. Le lendemain, Tados voit une charrette traverser le camp, remplie de corps. Parmi eux se trouve son adversaire récent, le même homme qu'il a mis KO il y a jour. Il est frappé par la vision. C'est un rappel cruel qu'aucune victoire ici n'est jamais pure. Plus tard dans la nuit, Tados remarque que le lit de Janek est vide. Se glissant discrètement devant un garde endormi, il trouve le garçon debout dehors sous les étoiles. Janek est silencieux, pensif. Il parle doucement, se souvenant de son père. Il raconte à Tados quelque chose que son père lui a dit un jour. 42 lettres, nous sommes tous des anges. Et quand nous mourrons, nous faisons simplement le chemin du retour. Il lui montre le ciel du doigt, persuadé que ces étoiles sont terre. Tados le rassure. Si c'est vrai, alors son père doit être fier du fils qu'il voit d'en haut. Mais le boxeur, lui, est déchiré. Il est fatigué de combat. Ici, la boxe n'est pas un sport. C'est de la cruauté déguisée en divertissement. Il est prêt à quitter le ring. Janek n'est pas d'accord. Je lui ai dit que ces combats ne sont pas seulement une question de points et de survie. Il donne aux prisonniers quelque chose à quoi se raccrocher, de l'espoir point. Et en ce moment, c'est plus vital que jamais de pointe à deux l'entend point. Il le ressent à chaque fois qu'il partage son pas avec les enfants affamés, à chaque fois qu'il lève les yeux vers lui avec foi. Plus tard, Janek scrute un minuscule ange en bois et l'offre à Elsia. Elle le remercie d'un baiser doux et innocent, un bref instant de lumière dans un monde noyé dans l'obscurité. Même ici, même maintenant, quelque chose de pur subsiste encore. Mais pour Gerhardt, la journée n'apporte que du chagrin. Son fils perd le combat. Le petit corps de Rudy est emporté loin du grand manoir, laissant un silence qui engloutit tout. Gerhardt reste debout à l'âne, regardant le corbillard emporter son enfant et le cœur brisé de sa femme au loin. Pourtant, même cette perte ne le change pas. Cette même nuit, il rassemble un autre groupe de prisonniers. On leur raconte le même mensonge que de l'eau chaude et un repas les attendent. Obligés de se déshabiller, ils s'alignent sous les lumières, inconscients la chambre à gaz les attend. À ce moment-là, Janek aperçoit deux gardes traînant Elsia à travers la cour. Il l'avait surprise en train de partager de la nourriture volée avec les prisonniers. L'un des soldats allemands, manifestement ivre et chancelant, exige qu'elle enlève ses vêtements, agitant un pistolet sous son nez en guise de menace. Mais la situation dégénère complètement. Profitant d'une occasion soudaine, Elsia arrache le pistolet des mains soldats et appuie sur le gâchette sans hésiter. La balle atteint sa cible, tuant l'homme sur le coup. Mais son acte de rébellion ne dure qu'un instant. En quelques secondes, les autres gardes ouvrent le feu. Elsia est abattue sur place, son corps s'effondrant sans vie au sol. Plusieurs prisonniers à proximité, pris dans la ligne de tir, sont également touchés dans la confusion. Même Gerhardt, qui se précipite vers le vacarme, est atteint, bien qu'elle seulement au bas. La balle lui transperce la chair, mais n'atteint aucun organe vital. Janek, paralysé par le choc, assiste à l'horreur qui se déroule. La fille qu'il aimait est morte. Tremblant, il court à la fenêtre à travers le camp jusqu'à ce qu'il trouve Tados et s'effondre dans ses bras, sanglotant en y annonçant la terrible nouvelle. Tados, horrifié mais solide, serre le garçon contre lui, faisant tout ce qu'il peut pour le réconforter. Il dit à Janek que Elsia n'est pas vraiment partie, qu'elle vivra tant qu'il se souviendra d'elle, qu'elle sera toujours avec lui, là, dans son cœur. Il n'y a pas de temps pour pleurer. Tados presse Janek de retourner immédiatement à l'infirmerie. Pendant ce temps, Gerhardt s'y trouve déjà, se faisant bander le bras blessé. Lorsqu'il voit Janek, il le reconnaît comme le garçon discret récité de la poésie allemande. Avec un calme étrange, l'officier demande à Janek de lui faire une injection. Janek hésite. Il n'a aucune idée de comment faire. Gerhardt explique avec moquerie que si l'aiguille touche la mauvaise veine, cela pourrait le tuer. En regardant le visage du garçon, Gerhardt perçoit la douleur et la haine derrière ses yeux. Il commence à parler, essayant de se justifier. « Je massacre de masse son lieu car Dieu les permet. Même aujourd'hui, dis-tu, une balle aurait pu lui transpercer le cœur, mais elle n'a fait qu'effleurer son bras. Pour lui, c'est la preuve que son heure n'était pas venue. Janek écoute en silence avant de répondre. Si Dieu permet la cruauté, qu'il n'ordonne pas cruelle. Dieu n'oblige personne à tuer. » Gerhardt n'aime pas cette réponse. Sans un mot, il ordonne que Janek soit sorti de l'infirmerie pour être puni. Tados travaille sous la supervision de Walter. Il remarque un soldat allemand frappant violemment des prisonniers. L'homme est immédiatement reconnaissable. C'est le marteau,
un ancien champion de boxe allemand connu pour finir les combats d'un seul coup dévastateur. Walter avertit Tados de rester à l'écart, mais le boxeur a déjà pris sa décision. Il se dirige droit vers les responsables du camp et exige un combat. Il veut affronter le marteau sur le ring. S'il gagne, Jamek sera libéré. S'il refuse, il leur dit qu'il arrêtera complètement de se battre. Plus de spectacle, plus de divertissement pour les gardiens. Le commandant, amusé, accepte. Il déclare que le combat aura lieu le soir même devant tout le camp, et cette fois, il promet que le Polonais perdra. La nuit, le ring de fortune est préparé. Les prisonniers servent de poteaux humains, tenant les cordes. Walter intervient comme arbitre. Tados et le marteau prennent place, opposés en tout, et le match commence. Tados bouge rapidement, utilisant toute sa vitesse et son agilité, mais ses coups semblent rebondir sur l'homme plus massif. Le marteau ne réagit presque pas. Puis il lance un coup, rate Tados, et assomme accidentellement l'un des prisonniers qui servait de poteau dans le coin. Les spectateurs allemands respirent, trouvent l'accident hilarant. Tados n'a pas cette chance. Le marteau lui assèle d'un coup puissant dans les côtes et la douleur le met à genoux, mais il ne reste pas à terre longtemps. Se relevant malgré la douleur, il riposte avec une rafale de coups de poing, touchant l'Allemand en plein visage. Le marteau chancelle en arrière, mais la cloche de fin de round le sauve d'une humiliation supplémentaire. Les prisonniers qui regardent explosent en scandant « TB, TB ». Leur voix résonne dans la cour, forte, défiante et pleine d'espoir. Cela met les officiers du camp hors d'eux. Tados scrute la foule, espérant apercevoir Jamek, mais le garçon reste introuvable. La peur s'insinue, lui serrant la poitrine. Pourtant, il la repousse. Il n'y a pas de temps pour réfléchir, seulement pour se battre. Il boit une grande gorgée d'eau et se prépare à remonter sur le ring. L'épée qui se lève, quelque chose ne va pas. Sa tête tourne, sa vision se brouille, et le ring semble pencher sous ses pieds. Il n'arrive pas à se concentrer sur son adversaire. Quelque chose cloche. Il a l'impression d'avoir été empoisonné. Dans cet état de désorientation, il encaisse un direct en pleine mâchoire et s'effondre au sol. Les soldats allemands explosent de joie, s'étant déjà la victoire du marteau. Mais les prisonniers sentent que quelque chose ne tourne pas rond et leur protestation redouble. Une sirène retentit dans la cour, couvrant le vacarme, et les gardes forcent rapidement tous les détenus à se remettre en rang. Tados est toujours à terre. Il essaie de se relever, mais son corps refuse d'obéir. Une pluie de coups de matraque s'abat sur lui, des frappes brutales et impatientes destinées à le faire bouger. Il se plie en deux et vomit violemment. Mais curieusement, cette nausée lui apporte un instant de lucidité. L'air remplit ses poumons, douloureux mais constant. Puis à travers le courage et l'allaitement, il se déclare prêt à se battre à nouveau. Mais la réponse qu'il reçoit est une pure cruauté. Les gardes traînent Jamek dans la cour et le jettent au sol. Le garçon est ensanglanté et à peine conscient, battu presque à mort. Le commandant du camp dit à Tados que s'il veut continuer à se battre avec autant d'acharnement, alors Jamek sera son prochain adversaire. Tados se fige. Il refuse. Il n'y a aucun monde dans lequel il lèvera la main contre le garçon. Le commandant ne bronche pas. Si Tados ne veut pas se battre, il menace de tirer sur Jamek, puis sur lui. Jamek ne bouge pas. Il ne peut pas se résoudre à combattre l'homme qu'il a protégé comme un frère. L'ordre est donné. L'un des collaborateurs du camp, debout tranquillement derrière eux, appuie sur la gâchette. Le coup de feu déchire le silence émergent à la vie de Jamek. Tados hurle, un cri brut, l'immense. Les gardes interviennent mais la crosse d'un fusil s'abat sur son crâne. Il s'effondre au sol, conscient. Plus tard, il l'attache debout à un poteau et le laisse la toucanie, les bras solidement liés au-dessus de la tête. Autour de son cou, ils accrochent une pancarte en bois sur laquelle on peut lire « Champion », se moquant de sa résistance pour avertir tout autre prisonnier assez fou pour rêver. À un moment de la nuit, Tados bouge. Ses yeux gonflés aperçoivent une autre file de prisonniers qu'on conduit vers les chambres à gaz. Les cris des femmes, des enfants et des personnes âgées se mêlent en une plainte notante, désespérée, interminable, irrésistible. Au matin, on le détache et on le laisse tomber au sol. Il ne peut pas se lever. Ses muscles le trahissent. Mais finalement, il retrouve juste assez de force pour se traîner vers la fosse de crémation. Il fouille à terre couverte de cendres, essayant désespérément de retrouver le corps de Janek, mais c'est sans espoir. Les restes sont méconnaissables, juste des fragments calcinés dans une masse de mort. Accablé par le chagrin, Tados s'effondre dans la cendre et se laisse engloutir, tout entier. Chaque victoire, chaque once d'effort lui semble inutile. Le camp lui avait fait miroiter l'espoir comme une carotte au bout d'une ficelle, pour finalement le lui arracher, juste pour leur propre amusement. Il réalise maintenant qu'il est tombé dans leur piège de son plein gré, croyant pouvoir les battre à leur propre jeu. Mais alors, ses yeux aperçoivent quelque chose de noirci et de familier dans la cendre, la figurine d'ange, celle que Jamek avait sculptée pour Elsia. Il la ramasse, tel signe main à tête, et quelque chose se durcit en lui. Il y a encore une raison de continuer. Même si ce n'est pas pour la victoire, c'est pour la mémoire, pour la dignité. Pendant ce temps,
Les officiers du camp sont passés à autre chose. Tadeuse n'est plus leur principale attraction. Sur le ring, le marteau afflige un chaos rapide et sans pitié à un autre prisonnier malchanceux. La foule de garde applaudit. Tout n'est plus qu'un spectacle, encore une fois. Meurtri, ensanglanté et à peine debout, Tadeuse se fraye un chemin à travers la foule et exige une revanche. L'un des officiers allemands en visite le reconnaît, ce boxeur polonais dont il a arbitré les combats avant la guerre. Intrigué, il mise sur Cuddy, le commandant du camp valida. Tadeuse monte sur le ring, croisant le regard du marteau. Aucune hésitation. Le combat commence. Il esquive la première rafale de coups, ses vieux réflexes le guidant, de la fatigue pèse sur chacun de ses gestes. Puis vient un crochet puissant, et cette fois, il touche sa cible. Tadeuse s'effondre au sol, dit à terre, point le ring explose de cris, prisonniers et gardiens confondus, tous emportés par la frénésie. Point à la dernière seconde, il se relève, chancelant mais toujours vivant. Point son œil est fermé par l'enflure, mais il fait signe au marteau d'avancer, de défiant d'essayer encore. Il n'a pas fini, pas encore. Teddy n'a plus rien à perdre, et le marteau est épuisé. Les coups de poing de Valmont touchent encore, mais ils ont perdu de leur puissance. Même lorsque les coups portent, Tadeuse ne bronche presque pas. Il continue simplement d'avancer, crachant du sang et souriant comme un loup qui a déjà vaincu la mort. La foule regarde, incrédule. Le marteau, autrefois inarrêtable, commence à vaciller. Il n'a jamais affronté quelqu'un capable d'encaisser autant de coups et de continuer à avancer. Frustré, il lance un autre coup de poing désordonné. Un craquement écœurant se fait entendre. Les doigts de l'Allemand se brisent sous l'impact. L'ancien champion voit une ouverture. Tadeuse lance une contre-attaque finale. Le chaos est net. Une vague d'acclamations déferle par la foule. Les gardes crient. Les prisonniers rugissent. Contre toute attente, le prisonnier 77 est devenu le champion poids léger d'Auschwitz. L'un des officiers visiteurs, encore stupéfait par le combat, demande à ce que Tadeuse soit transféré dans son propre camp. Le commandant accepte. Le lendemain, Gerhardt apparaît aux écuries. Il n'y a plus de malveillance en lui, seulement de la fatigue. Il raconte à Tadeuse un rêve qu'il a fait. Il était entouré de portraits des personnes qu'il avait tuées, leurs yeux remplis de terreur et de haine. Mais lorsqu'il a essayé d'arracher les portraits, il s'est rendu compte que les cadres n'étaient pas des cadres du tout. C'était des fenêtres. Il informe alors Tadeuse que son transfert a été approuvé. Avant de partir, Gerhardt lui tend quelque chose d'inattendu, le scrapbook de son fils Rudy, rempli de coupures de journaux sur la boxe. Le même garçon qui autrefois ne comprenait pas comment un maman pouvait perdre a maintenant laissé un hommage discret à un boxeur polonais qu'il n'a jamais abandonné. Alors que Tadeuse s'éloigne du camp, tout le monde le regarde. Il n'y a ni envie, ni ressentiment, seulement du respect. Même en enfer, la dignité pouvait survivre. Dans les mois, Tadeuse se battait dans des camps, artiste des nazis. Mais après la fin de la guerre et l'écrasement du régime nazi par les Alliés, il sortit enfin de ce cauchemar. Il a rentré chez lui à Varsovie. Il a trouvé la pénombre sur le ring mais retransmettant l'art qu'il aimait. Il a ouvert une petite salle de sport et a commencé à entraîner des enfants, leur apprenant à se battre, à endurer et à défendre des valeurs. Pour le reste de sa vie, sur la table modeste salle de sport, une seule figurine, noircie par le feu, sculptée dans le bois et en forme d'ange, un cadeau d'un garçon nommé Janek, ne l'a jamais quitté.